Mission prophétique de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko. Bon, s'il vous plaît, je reprends. Oubliez ce que je viens de dire là. Merci. Mission prophétique de l'Église et communion épiscopale. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko à l'issue de la session extraordinaire de l'Assemblée plénière du 23 au 25 mars 2026. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la Senko, réunis en session extraordinaire de l'Assemblée plénière du 23 au 25 mars à Kinshasa, nous sommes penchés sur notre mission prophétique et le vécu de notre communion épiscopale. Fidèle à la parole de Dieu, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, encourage, 2 Timothée 4:2, à la tradition et marchant sur les pas de nos vénéreux prédécesseurs, cardinaux et évêques, nous réaffirmons notre détermination à poursuivre contre vents et marées notre mission prophétique. Notre objectif est de contribuer, entre autres, à la promotion de la dignité inaliénable de la personne humaine et au bien-être du peuple congolais. Dès lors, face à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante de notre pays, nous ne serons nous taire. Comme l'a si bien dit le pape François lors de son voyage apostolique dans notre pays, l'Église ne peut pas rester indifférente ou muette face aux injustices et aux douleurs qui frappent les populations. Certes, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une et l'autre et autonomes dans le domaine qui est le leur, mais elles sont appelées à collaborer car toutes deux sont au service de la vocation personnelle et sociale de mêmes hommes. L'Église a donc le droit de prêcher la foi en toute liberté, d'enseigner la doctrine sociale sans aucune entrave, de porter un jugement moral, même sur les affaires qui regardent l'ordre politique, quand les droits fondamentaux de la personne humaine et le salut des âmes l'exigent. Gaudium et Spes, numéro 76. Soucieux de la paix et de la sacralité de la vie humaine, nous sommes convaincus que le dialogue est supérieur à la guerre. Comme l'a affirmé avec justesse le pape François, la guerre est toujours un échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse. Fratelli Tutti, numéro 7. Ainsi, rappelons-nous la pertinence de l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC et dans la région des Grands Lacs, à ne surtout pas confondre avec un dialogue visant le partage du pouvoir. Par ailleurs, nous tenons également à réaffirmer que la communion est un principe sacré de la synodalité ecclésiale et de la collégialité épiscopale. C'est dans cet esprit que sont toujours élaborés les messages et déclarations de la Senko. En outre, nous sommes bien conscients que certaines personnes s'évertuent sournoisement à discréditer notre mission, à s'aimer la zizanie entre nous ou
à nous engager à une sorte de guerre de religion, raison pour laquelle nous exhortons nos fidèles catholiques, les femmes et les hommes de bonne volonté, au discernement, à la prudence et à la bienveillance. À l'approche des fêtes pascales, puisse le Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Reine de la paix, bénir la RD Congo et son peuple. À la signature, tous les évêques membres de l'Assemblée plénière présents à cette réunion, à cette assemblée, dans leur ensemble, je dis bien dans leur ensemble, parce que du côté de l'ECC, le synode qui réunit les présidents des provinces par plusieurs fois, même dernièrement, en se réunissant, vous avez lu leur message, ils sont revenus là-dessus. Du côté de la SENCO, tous les évêques à l'Assemblée plénière du mois de mai de l'année passée, et tout comme dans ces messages, ils ne reviennent là-dessus. Donc, tous les pasteurs des églises protestantes et catholiques sont convaincus que dans la situation où se trouve le pays aujourd'hui, il s'agit de la situation de la crise, principalement la crise sécuritaire qui a un impact sur l'économie, sur la politique, sur le social. Les pasteurs des deux évêques dans leur ensemble sont convaincus que sans impact social, dont le dialogue politique n'est qu'un aspect, ils ont insisté, nos évêques, ils ont dit à ne pas confondre avec un dialogue qui vise le partage du pouvoir. Je reviendrai parce que c'est une autre question. Alors, vous comprenez que c'est une offre, et nos pères évêques, je reviendrai, ont décrit cette initiative qui montre son indispensabilité dans le temps. Donc, ils sont convaincus que si on ne passe pas par là, si on ne passe pas par la réconciliation des communautés qui suppose aussi un dialogue des communautés, si on ne passe pas par l'éclaircissement de cette crise dans ses causes profondes par nos experts, on ne s'en sortira pas. Les acteurs politiques sont libres, mais ce qui est vrai, si ce n'est pas prenable aujourd'hui pour des raisons politiques, demain le pays n'aura pas de choix, c'est la conviction des pasteurs, on y reviendra. Je crois que l'histoire a suffisamment démontré que souvent quand les pasteurs se mettent ensemble, appelés discernement, lèvent une option sociale, l'avenir finit par leur donner raison. Nous continuons à prier comme pasteurs pour que le Seigneur illumine les uns et les autres pour la matérialisation de cette initiative. À propos du changement de la Constitution, les évêques dans leurs échanges ont pris connaissance de cela, mais bon, ils ont réitéré leur position. La position de la SENCO n'a pas changé. Le principe de la révision de la Constitution est constitutionnel. La Constitution, parce que nous sommes dans le respect de l'ordre constitutionnel. La Constitution elle-même prévoit les modalités de révision de la Constitution. La Constitution elle-même décrit les articles qui ne peuvent pas être révisés. Mais les évêques se prononcent par rapport à l'opportunité, par rapport aux circonstances. Pour les évêques de la SENCO, dans le contexte sécuritaire actuel, ce serait hasardé d'ouvrir ce chapitre-là de révision de la Constitution dans un contexte qui n'est pas consensuel. Donc c'est une la même position déjà rendue publique que les évêques réaffirment. Alors, quelle est la spécificité de ce pacte par rapport au dialogue? Peut-être que je me ferai compléter après par nos techniciens. Il y a le prof Didier Momengi, notre secrétaire, il y a la Cyril qui sont là. Mais de manière brève, le dialogue politique pour nous, ce n'est qu'une étape.
Mais l'initiative insiste beaucoup sur le dialogue des experts. Le dialogue des experts parce que un dialogue politique qui ne prendrait pas en compte les causes profondes de la crise aujourd'hui, un dialogue politique qui se limiterait au parti de pouvoir, donnerait priorité à satisfaire l'égoïsme des politiciens plutôt qu'à résoudre la question de la paix que nous voulons durable. Les conflits ne datent pas d'aujourd'hui, mais les résultats des dialogues politiques sont là. Donc on n'a pas bénéficié de la paix durable malgré les dialogues politiques. Donc il faudrait quelque chose de différent. La différence ici, il y a d'abord l'apport des experts, mais aussi l'apport du dialogue des communautés. Ça, c'est très important. Vous pouvez signer un accord politique si vous mettez de côté la dimension dialogue communautaire de ceux qui doivent faire la paix au quotidien. Vous perdez votre temps, la paix ne sera pas durable. Voilà des éléments que je peux relever qui peuvent être complétés éventuellement. Donc le dialogue politique ne peut être profitable que dans un contexte où la nation est éclairée par rapport aux causes profondes de la crise. Les scientifiques donneraient des recommandations, mais les politiques, c'est ça l'avantage du dialogue politique, pas pour partager le pouvoir d'abord, mais pour traduire les recommandations des scientifiques en feuille de route politique pour que la gouvernance du pays change et que les Congolais vivent mieux et que la paix s'installe pour de bon. Alors, la troisième question, par rapport à la lettre attribuée à Monseigneur Kassanda dans sa préoccupation, est-ce que ça ne fragilise pas les évêques de la SENCO? Bon, je crois que d'abord, ce n'est pas le contenu de la lettre, de la déclaration que je vous fais, mais je réponds quand même à cette question. Je crois que c'est la déclaration actuelle a deux volets. Si les évêques ont insisté sur ces deux volets qu'on retrouve dans les titres, mission prophétique de l'Église et communion épiscopale, c'est parce qu'ils ont constaté qu'il y a une manipulation, il y a des gens de mauvaise foi qui veulent mettre à mal la mission prophétique de l'Église. Voilà pourquoi les évêques ont réaffirmé, donc ce n'était pas d'abord pour parler dialogue, mais pour réaffirmer la pertinence de leur mission prophétique. Parce que nous entendons dans les réseaux sociaux des gens, des armées numériques qui s'organisent pour accuser l'Église de faire la politique. Les évêques sont rentrés dans la parole, ils ont interrogé leurs sources. La parole de Dieu, la référence est là, je l'ai lu, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, encourage. C'est la parole de Dieu. 2 Timothée 4, 2. Les évêques se sont référés à la tradition et au magistère de l'Église pour montrer que ce que nous sommes, c'est la parole de Dieu qu'il existe au milieu du village, oui. Alors, il y a un autre intervenant qui prétend que la SENCO n'attaque que la position de gouvernement. Je crois que dans cet extrait de la parole de Dieu, j'ai cité, ça se termine par encourage. Pas seulement dénoncer le mal, mais aussi encourager. Si vous êtes de bonne foi, vous revisitez les messages de la SENCO, vous verrez que dans plusieurs endroits, la SENCO encourage, la SENCO reconnaît le bien, la SENCO salue des bonnes initiatives identifiées de gouvernants. Mais si vous êtes aussi... Il est vrai que la SENCO a toujours été très critique dans son rôle, dans sa mission prophétique. Mais si vous êtes resté attentif, depuis que la SENCO et l'ECC ont lancé cette initiative Pacte social, ils se sont réservés de condamner la gouvernance du pays. Ça, je mettrai au défi quiconque me montrera dans le message de la SENCO, depuis qu'on a commencé cette initiative, un endroit où
comme d'habitude, la Senco critique le gouvernement. Ce n'est pas qu'il n'a pas à critiquer, ce n'est pas qu'il n'a pas à dénoncer, mais c'est pour sauver l'initiative de pacte. C'est dans la même logique que les évêques n'ont pas voulu, quand bien même que plusieurs fois, ils ont condamné le M23, le Rwanda, ils n'ont pas voulu le faire maintenant, dans la même perspective, pour donner la chance à une initiative qui pourrait trouver et nous aider le pays à sortir définitivement de cette crise. Donc c'est une stratégie pastorale. Donc ce que vous avez observé du côté de l'attitude que vous avez observé de la Senco, du côté de l'opposition armée ou autre, c'est la même attitude que vous avez constatée de la Senco par rapport au gouvernement. Je crois avoir répondu à toutes les questions. Je crois que dans la déclaration que je viens de lire, qui est brève mais vraiment condensée, les évêques affirment le respect fidèle non seulement à la parole de Dieu, mais aussi à la tradition et à leurs vénérables prédécesseurs. Qui sont-ils? Je vois le cardinal Malula, je vois le cardinal Monsengo, je vois le cardinal Tiao, je vois Monseigneur Bakole, je vois Monseigneur Moziriwa, je vois Monseigneur Kabamba. Pour ceux qui connaissent l'Église du Congo, ils savent ce que ces évêques ont eu comme engagement pour le bien-être du peuple congolais. Et les évêques disent de rester fidèles à eux, à leur héritage. Donc, ils considèrent ça comme un héritage très précieux. C'est pour dire que ça n'a pas changé, ce sont les circonstances qui ont changé, et non l'attitude, et non le ton. Bon, le document de l'Église, je crois que j'ai fait allusion ici à Lumen Gentium, j'ai donné même dans le texte, vous avez ces références-là. C'est pour dire que la Senco n'agit pas seulement par rapport à la réalité du Congo, mais par rapport à la doctrine sociale qui est universelle et consignée, particulièrement dans le décret conciliaire Lumen Gentium, notamment le numéro 76. J'ai cité le pape François dans Fratelli Tutti, les références sont dans le texte, c'est remis. Et par rapport à au dernier volet, en plus de prêcher l'évangile et la foi, l'Église doit porter un jugement moral sur les réalités, même politiques. Ce n'est pas la Senco, c'est la doctrine sociale de l'Église. Voilà pourquoi les évêques appellent au discernement du peuple de Dieu, aux hommes de bonne volonté, par rapport à ceux qui veulent sournoisement combattre la mission prophétique de l'Église en faisant croire qu'on est des politiciens en soutane. Je crois qu'avec cette déclaration, vous avez compris que l'ensemble des évêques soutiennent cette mission pour laquelle ils s'expriment régulièrement
dont moi, votre pauvre serviteur, je ne suis qu'un porte-parole. Maintenant, avec ces déclarations, vous comprenez que quand Monseigneur Chaud parle, ce n'est pas parce qu'il veut faire la politique, c'est parce que les évêques ont parlé, c'est parce que les évêques sont obligés de parler, comme l'a recommandé le pape François, comme le recommande le Concile Vatican II. Le deuxième intervenant par rapport au dialogue, excusez-moi, après ce que j'ai expliqué, après ce que le prof de Guémoumengue a expliqué, je ne vois plus ce que je dois ajouter. Quelle est l'attitude de la SENCO par rapport aux accords économiques? Je crois que la SENCO, d'abord, n'a pas eu une session spéciale pour ça, mais lors de la session de février, les évêques ont reçu un expert, un professeur, qui est venu éclairer leur lanterne sur ces accords. Puisque je suis porte-parole, je peux me limiter qu'à ce qu'ils ont déjà dit officiellement. Si vous revisitez leur message du mois de mai, si ma mémoire fonctionne encore, c'est une grâce que le Seigneur m'a donnée, vous lirez et vous allez voir quelque part, ils ont affirmé deux choses. Ce sont des pas dans la bonne direction, mais qui appellent d'être complétés. Ça signifie ceci: les accords économiques ne porteront pas les résultats s'il n'y a pas de paix. Comment est-ce que les investisseurs américains viendraient investir ici dans le contexte actuel où, tel que ça bouillonne, et surtout que les mines visées sont justement dans le lieu à problème? Ça, c'est élémentaire. Et les évêques ont dit quelque chose d'important. Ils ont dit: les ressources naturelles ont une destination universelle, ils acceptent. Mais ils doivent prioritairement profiter au peuple congolais. Voilà les recommandations qu'ils ont faites, sous réserve de ce qui est réservé, les annexes dont nous ne sommes pas en connaissance du contenu, et voilà. Alors, les filles, non, par rapport à la CENI, je crois que nos techniciens sont en train de préparer un atelier là-dessus. Donc, la SENCO prend à cœur la question, mais quand les évêques se prononcent, soyez rassurés qu'ils ont déjà écouté leurs experts. Maintenant, nos experts sont en train de travailler. Donc, ce n'est pas le moment pour la SENCO de se prononcer là-dessus. Par rapport à ce qui parle en termes de changement de constitution, je dirais ceci: si les évêques, quand bien même la révision constitutionnelle est constitutionnelle, les déconseillent dans le contexte actuel, à plus forte raison le changement de constitution. De toutes les façons, ce que nous entendons ici et là, mission par mandat, ce sont des discours politiciens. Bon, les évêques n'entrent pas là-dedans. Et ils observent, soyez rassurés qu'ils sont très vigilants. Ils reviennent régulièrement sur le respect de l'ordre constitutionnel. Et c'est sûr que c'est par rapport à cela qu'ils vont prendre position, et comment le faire au moment opportun, je ne le sais pas.